Bienvenue sur ce deuxième webinaire de Pragma Security. On va commencer par une petite vérification, comme la dernière fois. Je vous demandais de me confirmer dans le chat que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien. Et puis après, on démarrera. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre dans le chat et qu'on essaiera de les aborder. Ok, donc je vois que tout est ok, parfait, merci bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on essaiera de les aborder en fin de session ou éventuellement je vous donnerai la main d'un point de vue audio pour qu'on puisse échanger de manière plus facile et plus directe. Voilà, donc sur ce webinaire, en fait, on a essayé de axer la présentation sur comment répondre aux besoins du e-commerce sur les problématiques anti-DDoS, qui est bien sûr une problématique clé pour ces acteurs qui font, pour la plupart d'entre eux, la grande majorité de leur business et de leur activité sur Internet. Donc on va voir un peu l'agenda du webinaire. Donc tout d'abord, on va refaire un petit point sur Pragma Security et notre lien avec Curator Labs, qui est notre partenaire sur la partie technologique anti-DDoS. On balayera quelques besoins spécifiques au e-commerce, du moins tels qu'on les a identifiés. C'est pas une liste exhaustive, bien évidemment, puisque c'est pas forcément notre métier directement, mais je dirais c'est du partage d'expérience et quelques éléments qu'on a pu identifier sur lesquels on pense apporter une valeur spécifique aux acteurs du e-commerce. On approchera les différentes offres et solutions actuelles d'un point de vue design, d'un point de vue solution en tant que telle. Et enfin, on verra comment mieux sécuriser les infrastructures de vente et de e-commerce et de transactions. Voilà. Donc, le premier thème, Pragma Security et Curator Labs. En fait, Curator Labs est une société qui a plus de 12 ans d'expérience dans la remédiation des attaques en déni de service. Sont aussi des spécialistes réseau qui sont présents notamment dans les organismes de normalisation tels que l'IETF. Donc c'est une boîte vraiment d'engineering avec un peu plus de 60 personnes en R&D. Donc la R&D est basée à Prague, en République tchèque et en Russie. Ils ont aujourd'hui déployé un réseau international qui couvre aussi bien les États-Unis, l'Europe, la Russie et l'Asie. Ils ont plus d'1 terabit de capacité de traitement anti-DDoS, et ce, répartis sur un réseau Unicast. Donc, éventuellement, pour en savoir un peu plus, je vous invite à consulter le précédent webinaire sur lequel j'ai abordé un peu plus en détail qu'est-ce que c'est qu'un réseau Unicast et comment le trafic était proprement réparti en termes de charge sur ce réseau. Voilà. Donc en fait, de mon côté, j'ai créé Pragma Security en 2017 et en fait, j'ai signé un accord de revente exclusive de la solution Curator Labs en France. Et donc, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans l'industrie des télécoms, chez des acteurs généralistes tels que Alcatel-Lucent, ce qui permet de voir une vue assez globale sur les infrastructures et sur les technologies. Et puis chez des entreprises beaucoup plus spécifiques, on va dire pour ainsi dire des acteurs de niche, en tout cas par rapport à un Alcatel-Lucent, qui sont Arbor Networks, qui était donc une société spécialisée, qui est toujours d'ailleurs une société spécialisée dans tout ce qui est sécurité et déni de service. Et puis plus récemment avec une start-up américaine qui s'appelle Kentic,
qui aussi faisait de l'analyse réseau des flux NetFlow dans une solution cloud Big Data qui permettait aussi de faire de la détection en déni de service. Donc ça va faire, on va dire, 7-8 ans que je m'occupe aussi du sujet sécurité et anti-DDoS. Voilà, donc en fait, la société Pragma Security en fait vous permet de contractualiser directement avec elle sous contrat français, sous droit français, et, donc fait le rôle de revendeur de la solution Curator Labs sur la France. Curator Labs en fait propose deux services majoritairement. Un premier service qui est de la protection anti-DDoS dans le cloud, donc sur leur infrastructure. Donc ça veut dire que quelque part vous déléguez la partie protection contre les dénis de service à Curator Labs. Et c'est eux qui traitent cette problématique en vous fournissant donc l'infrastructure et une SLA associée qui va jusqu'à 99,97%, sauf erreur de ma part, avec un engagement associé et des pénalités potentielles associées aussi. Donc un engagement assez fort pour un acteur de l'anti-DDoS, donc c'est important de le noter. Le deuxième point, qui est un deuxième service qui a été en fait rajouté je dirais assez récemment, fin d'année dernière, début de cette année, c'est tout ce qui est monitoring BGP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette problématique-là, elle adresse essentiellement les gens qui font leur propre routage BGP, donc qui ont leur propre accès Internet et qui prennent leur propre transitaire. Donc en fait, initialement, Curator Labs avait créé cet outil de monitoring BGP pour ses propres besoins et pour déployer son réseau de manière optimale et choisir ses points de présence de manière optimale. Et puis, en fait, chemin faisant, ils ont décidé d'en faire une solution pour leurs clients. Et en fait, qu'est-ce que fait cet outil? Eh bien, en fait, vous pouvez vous connecter dessus, déclarer votre ASN, votre BGP ASN, l'ensemble de vos objets et donc de vos préfixes que vous routez sur Internet. Et ils vont en fait faire une surveillance de ces préfixes en les comparant avec les plus de 25 millions de routes qu'ils collectent au travers de plus de 400 peerings dans le monde entier. Et donc, ils vont pouvoir vérifier en temps réel si vos préfixes ne sont pas usurpés par un AS tiers, donc s'il n'y a pas du BGP hijacking, ou éventuellement s'il n'y a pas du route leaking, c'est-à-dire certains ASN qui annoncent des routes qui viennent concurrencer les vôtres. Donc ce service est gratuit en consultation et il y a un phénomène d'abonnement et un abonnement possible si on veut être proactivement alerté si on a des attaques de ce type. Donc ça rejoint les attaques récentes qu'il y a pu y avoir sur la crypto-monnaie, sur MyEtherWallet ou ce genre d'attaque qu'on a pu voir récemment sur les infrastructures d'AWS. Là-dessus, je vous invite à consulter le blog post qu'on a écrit sur ce sujet. Sur la protection anti-DDoS, en fait, il y a deux offres sœurs de la protection anti-DDoS, donc qui viennent complémenter cette offre, où en fait on propose d'adjoindre à la protection anti-DDoS un pare-feu applicatif, un Web Application Firewall, qui en fait vient de la société Wallarm, qui est en fait une société californienne, et qui en fait propose, je dirais, ce qu'on retrouve classiquement dans les pare-feux applicatifs, c'est-à-dire de l'apprentissage des échanges du site web pour vérifier la conformité des requêtes et vérifier que les réponses qui y sont associées sont cohérentes aussi, donc pour contrer tout ce qui est vol de données notamment.
Mais le pare-feu applicatif de Walarm fait aussi une sorte de pen testing automatisé permanent sur votre site et vous permet de voir un petit peu les différentes failles de sécurité qu'il pourrait y avoir sur le site et qui vous propose des solutions de remédiation sur ces failles de sécurité. Donc deux aspects sur ce pare-feu applicatif: protection contre les attaques, les intrusions, les vols de données, SQL injection et autres, et pen testing permanent et remonter des failles de sécurité sur les problématiques de sécurité qu'on retrouve classiquement sur le web et qui sont mises à jour, pour ainsi dire, quotidiennement. Un troisième service qui aussi est une offre complémentaire de la solution DDoS, c'est la protection DNS. Donc la protection DNS vient en deux sous-services, sous-catégories, on va dire. Il y a une première possibilité qui est de protéger le serveur, un domaine en particulier. Donc à ce moment-là, en fait, le DNS du curator devient autoritaire sur la zone et va héberger la zone en question et vous la protéger. L'autre service étant de configurer un serveur DNS chez Curator comme étant un troisième, quatrième ou cinquième serveur de votre zone, de vos serveurs à vous, et qui va vous fournir un backup supplémentaire de vos serveurs DNS chez Curator Labs. Et donc ce serveur DNS profitera des protections et des contre-mesures pour protéger les serveurs DNS. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des services qui sont disponibles. Bien sûr, pour plus de détails, je vous invite à consulter aussi notre serveur web. Sur la partie e-commerce, un élément, je dirais, important, bien sûr, à préciser au début, c'est que, comme je vous le disais, Curator Labs a plus de 12 ans d'existence. Donc, il y a eu trois bonnes années de développement de R&D et puis, je dirais maintenant, 7, 8, 9 ans d'existence sur l'anti-DDoS en lui-même et sur la construction d'une infrastructure anti-DDoS. Donc, ils ont un certain nombre donc Curator Labs a un certain nombre de références dans le domaine du e-commerce, dans lequel on va retrouver Lazada, qui est en fait un acteur, une marketplace présente en Indonésie, aux Philippines, à Singapour ou en Thaïlande, et qui fait partie en fait du groupe Alibaba. Donc c'est un acteur quand même assez important du e-commerce avec beaucoup de transactions. Sur les jours de pointe, on peut retrouver plus de 2 millions de transactions au jour. Donc c'est vraiment du gros site de e-commerce avec beaucoup de trafic. Et ils ont quelques références aussi dans le domaine, en prenant que la partie e-commerce, hein, bien sûr, dans le domaine de la mode. Donc on notera notamment Lamoda, qui est en fait un site de e-commerce qui est présent dans tous les pays de l'Est, mais aussi en Angleterre, et qui, en 2017, a fait presque 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui a une croissance annuelle de l'ordre de 50%. Ils ont fait 55% de croissance en 2017, donc c'est un acteur qui est en très forte évolution et très forte croissance. Dans le domaine des voyages, on peut citer Anyway Anyday, le One2Trip, qui est aussi assez présent, et Billetix, qui est en fait une société de e-commerce qui fait de la billetterie et aussi de la marketplace, en fait, du magasin en ligne, et qui est plutôt basé en Turquie. Donc sur des marchés en très forte croissance.
On va adresser les besoins et les spécificités du e-commerce. Donc, encore une fois, le e-commerce, nous, c'est pas notre métier. On est plutôt spécialisé dans le domaine de la sécurité. Toutefois, on a pas mal travaillé avec les acteurs du e-commerce, notamment dans les diverses années que j'ai passées dans le domaine de la sécurité. Donc j'ai essayé d'être pertinent par rapport à cette activité. Pour autant, ça ne prétend pas regrouper l'intégralité des besoins du e-commerce. En premier slide, et pour pas forcément vous abasourdir de chiffres, je vous propose aussi de consulter le rapport annuel qui est édité par Curator Labs sur l'évolution de la menace. Donc il y a un rapport, c'est un rapport conjoint entre Curator Labs et Walarm, donc le fournisseur de Web Application Firewall. Et il y a donc une version complète en anglais. On a fait un petit résumé en français sur notre site si vous souhaitez le consulter pour faire un petit point sur l'état de la menace et des nouveautés, notamment liées à l'IoT, qui est un peu la tendance du moment, qui consiste à utiliser tous les objets connectés pour construire des réseaux de botnets. Un deuxième outil qui peut vous être utile pour évaluer les risques et, je dirais, toucher un peu du doigt la réalité, la nécessité d'un investissement dans la protection anti-DDoS, si toutefois il est resté à vous en convaincre. Donc, il y a un outil qui est disponible sur le site de Curator Labs pour simuler les coûts par rapport à des durées d'attaque, par rapport aux équipes qui ont été impliquées, le nombre d'équipes impliquées, le temps de rétablissement de l'infrastructure, etc., etc. Donc ça permet, si vous avez des problématiques pour monter un business case pour je dirais, justifier l'investissement dans la protection anti-DDoS, ça peut être un petit outil qui vous permet d'évaluer un petit peu ce que pourrait représenter en termes de coût une attaque en déni de service. Bien, donc sur les attaques en déni de service, et c'est en particulier vrai pour les sites de e-commerce, même si c'est globalement vrai aussi pour l'intégralité des acteurs présents sur Internet, notamment le domaine bancaire ou assurance ou autre. Une attaque en déni de service, c'est des pertes de résultats immédiats, forcément, durant l'attaque. Ce que l'on voit aussi, c'est que une attaque en déni de service peut être éventuellement aussi un écran de fumée, c'est-à-dire créer une diversion, mobiliser les équipes de sécurité sur un phénomène, sur ce type de phénomène, qui sont relativement peu coûteux à mettre en place pour créer des incidents sur votre infrastructure, mobiliser les équipes. Et pendant que vous êtes mobilisé à traiter l'attaque en déni de service, les attaquants peuvent éventuellement faire des attaques plus sophistiquées pour faire du vol de données. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir notamment sur les plateformes de jeux type Sony ou autres, où en fait des attaquants ont cassé les infrastructures de Sony pendant pas mal d'heures, et je dirais même de jours, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et en fait, le firewall et les firewalls étant tellement sujets à l'attaque en ligne de service, ils ont fini par décider de déconnecter leur firewall parce qu'ils plantaient trop souvent. Et donc les attaquants en ont profité pour faire une SQL injection et faire du vol de données à partir du moment où la plateforme n'était plus protégée. Donc on peut aussi se servir du DDoS pour faire une attaque plus sophistiquée derrière et mobiliser les équipes et leur faire des erreurs du fait du stress que ce type d'attaque peut donner. Alors il y a bien sûr la perte de réputation, la perte d'image de manière générale, et la fidélité du client qui peut aussi éventuellement impacter les résultats, notamment dans des périodes de solde ou de pic de vente. Si le site ne répond pas tout de suite ou n'est pas accessible avec une bonne qualité de service, les clients, dans la mesure où il y a un besoin d'achat
ils vont aller directement sur le site concurrent si lui, il est accessible. Donc ça, je dirais, c'est les grands points principaux. Si on regarde d'un peu plus près l'infrastructure, donc c'est une vue très fonctionnelle et très macroscopique hein, de l'infrastructure. Le e-commerce, généralement, l'infrastructure peut être répartie soit va être purement private cloud, soit souvent les acteurs du e-commerce utilisent aussi le public cloud. Pourquoi? Parce qu'ils ont une activité souvent qui est saisonnière et avec des besoins d'accroissement de capacité de traitement pendant les phases de solde ou autres. Donc, ils utilisent l'élasticité du cloud, notamment au travers d'acteurs qui peuvent être AWS, Google Cloud ou n'importe quel public cloud qui permet d'offrir des services, notamment de load balancing ou de front-end déployés dynamiquement. Et donc, généralement, on retrouve une infrastructure, généralement tout ce qui est back-end est plutôt positionné en private cloud, et la partie front va être en private, éventuellement en public cloud aussi. Donc, en fait, notre solution, ce qu'elle va chercher déjà à faire, c'est que quel que soit le channel, donc le e-commerce aussi maintenant se positionne en multicanal. Donc le multicanal étant l'idée de pouvoir adresser le client de manière unique et consolidée, qu'il fasse des courses de chez lui sur son téléphone mobile, voire en étant dans la boutique et en se promenant dans la boutique sur les points d'accès Wi-Fi de l'enseigne, on va pouvoir offrir un parcours cohérent aux clients. Et en fait, là-dessus, c'est important que la protection anti-DDoS ne génère pas de faux positifs et ne pose pas de problématique de connectivité au client, quel que soit son mode de connexion. Donc ça aussi, je vous invite, c'est un point qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui sur les faux positifs, mais qu'on a abordé de manière assez détaillée dans notre précédent webinar. Mais en fait, vous verrez que par le mécanisme de protection permanente que propose Curator Labs, que l'utilisateur vienne avec son PC, son ordinateur ou son mobile, ou en mobilité sur son mobile, en Wi-Fi sur son mobile ou sur une tablette dans la boutique, du fait de la technologie qui est utilisée en protection permanente chez Curator Labs, on génère peu ou pas de faux positifs. Et donc, on ne dégrade pas la qualité de service, quel que soit le client et quel que soit le channel par lequel il vient. Donc après, le deuxième point essentiel de notre proposition, notre proposition de valeur, c'est comme on est en protection permanente, on va détecter très rapidement et bloquer instantanément les attaquants. Il n'y aura aucune latence entre le moment où vous êtes attaqué et le moment où vous êtes protégé, puisqu'on est en protection permanente. Et d'autre part, l'avantage de prendre une solution dans le cloud, c'est que vous ayez de l'infrastructure en public cloud ou en private cloud, vous pouvez en fait avoir une sécurité homogène, quel que soit l'endroit où se trouve votre infrastructure. Même si vous êtes chez AWS, Google ou n'importe quel autre hébergeur, le trafic passera par les mêmes contre-mesures de sécurité, puisque la protection est faite dans le cloud. Donc c'est à contrario d'une protection qui serait faite sur votre site ou chez votre hébergeur, qui est forcément disponible que sur le site sur lequel elle est déployée. Et donc potentiellement qui n'est pas présente sur les infrastructures déployées dans le public cloud. Donc ça, c'est un aspect vraiment important, c'est qu'on fournit le même niveau de protection que vous soyez en public cloud ou en private cloud pour vos infrastructures. Et enfin, un point important, c'est qu'il y a aussi bien sûr une communication
entre le public cloud et votre private cloud, notamment pour accéder au back-end. Donc, il est probable, dans ce genre de scénario, que vous exposiez des web API pour pouvoir interconnecter vos fronts en public cloud avec vos back-ends en private cloud. Et de la même manière, ici, en fait, le système Curator Labs, du fait qu'il est en protection permanente et qu'il fait un apprentissage permanent du comportement de votre site, va pouvoir en fait protéger aussi vos web API. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des systèmes qui sont en protection non continue, et donc typiquement ce qu'on retrouve chez des service providers ou chez certains hébergeurs qui ne déclenchent la protection que lorsqu'il y a une attaque. Et lorsqu'ils font ça, comme ils ne font pas d'apprentissage ou qu'ils ne peuvent pas faire d'apprentissage, ils ont tendance à générer des faux positifs sur les web API et ont tendance à confondre une web API avec une attaque d'un botnet, puisque c'est potentiellement beaucoup de trafic qui est généré par quelques adresses IP et ils ont tendance à analyser ce genre de comportement comme un comportement à risque alors qu'il ne l'est pas. D'un point de vue plus offre et positionnement marché, nous, ce qu'on propose, c'est une solution cloud sur lequel, en fait, l'engagement peut être pris sur les périodes les plus à risque. Donc, typiquement, s'il y a des périodes de solde ou des périodes critiques durant les fêtes, avant les périodes de Noël ou durant les périodes de solde, en fait, vous pouvez très bien, vous avez la possibilité de souscrire au service juste durant quelques mois pour gérer ces périodes critiques au niveau de votre activité, mais vous n'avez pas forcément l'obligation de prendre une année complète de protection. Donc, la plupart des acteurs de l'anti-DDoS demandent un engagement minimum d'1 an. Nous, c'est pas le cas. Vous prenez un engagement sur le mois et vous pouvez résilier sur le mois suivant. Ça pose pas de problème. On est vraiment dans un mode service cloud au mois avec engagement mensuel. Et donc, on peut imaginer, vous pouvez même potentiellement prendre, je sais pas, quelques mois de protection durant le début de l'année et à nouveau quelques mois de protection durant la fin de l'année. Contrairement à certaines offres aussi qui vous obligent à ce moment-là à prendre une année entière, nous, c'est pas le cas. C'est vraiment au mois le mois. Donc c'est aussi un différenciateur et une façon d'adresser le e-commerce de manière plus efficace d'un point de vue plus commercial. On va maintenant passer sur les différents modèles de protection et leurs avantages et inconvénients. Donc comme je le précisais un peu dans la présentation, dans les quelques slides précédents aussi, lorsque vous avez votre infrastructure chez un hébergeur, c'est une façon de se protéger et la plupart des hébergeurs font maintenant des propositions anti-DDoS. Mais je dirais l'avantage autour de ce type de solution, c'est que ça permet d'avoir un seul contrat de service auprès de cet hébergeur. Donc ça, c'est un avantage non négligeable. Et puis, cet hébergeur va prendre des engagements de SLA vis-à-vis du client final. Et donc, au global, c'est une façon de déléguer le risque et de traiter le risque auprès d'un tiers de confiance. Et c'est un modèle qui peut être pertinent. Maintenant, la problématique qui peut venir avec ce genre de modèle, c'est que vous êtes quelque part limité à la capacité de bande passante de l'infrastructure anti-DDoS de l'hébergeur. Donc, il n'a pas forcément vocation à monter une infrastructure massive pour traiter ce type d'attaque. Enfin, vous pouvez éventuellement, si vous venez à être attaqué de manière trop
trop importante, l'hébergeur peut aussi décider de couper ou d'invalider votre site pour pouvoir protéger ses autres clients, protéger éventuellement la base arrière de l'infrastructure qui serait attaquée. Donc là-dessus, si vraiment il y a une attaque importante, c'est des décisions qui peuvent être prises et qui ont déjà été prises par le passé. Et enfin, sur les attaques en déni de service, c'est pas forcément toujours évident de construire une expertise dans le domaine. Pourquoi? Parce que, sauf sur certains, il y a des sites commerçants qui ont beaucoup d'attaques de manière très régulière, pour ainsi dire presque quotidienne. Et il y a aussi des sites qui ont que quelques attaques dans l'année, on va dire 10, 15, une quinzaine d'attaques dans l'année ou une trentaine d'attaques dans l'année. Et c'est pas forcément évident de construire une expertise sur un phénomène qui est comme ça occasionnel et pas forcément continu. Et donc c'est pas forcément évident pour un hébergeur parce que c'est pas forcément son métier non plus essentiel de construire une expertise et d'avoir des experts sécurité disponibles pour traiter ce genre d'attaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Enfin, le cas numéro 2, c'est le cas du private cloud. Donc, c'est-à-dire que vous hébergez vous-même votre site. Donc ça, la motivation et l'avantage principal, c'est la maîtrise de votre infrastructure. Donc le niveau de résilience que vous voulez lui donner, le niveau de la capacité que vous lui donnez en termes de puissance, en termes de télécom, en termes de connectivité. Voilà, vous êtes complètement maître de votre infrastructure. Et ça, c'est un point qui est quand même clé pour ce type d'infrastructure. Maintenant, on peut se poser quand même la question de savoir si ça fait sens d'avoir une maîtrise totale aussi des aspects sécurité, et notamment sur la protection des DOS, étant donné que ce sont des attaques qui sont applicatives et qui attaquent les couches applicatives, mais qui sont aussi des attaques réseau. Donc, qui viennent du réseau. Et à partir de là, ça commence à partir du moment où on prend ça sous l'angle d'une vue globale et réseau et Internet, on peut légitimement se poser la question de savoir s'il fait sens de traiter uniquement ce problème sur votre site. Déjà, comme je le disais précédemment, qui est le cas pour l'hébergeur aussi, c'est un investissement important en termes d'infrastructure potentiellement, mais aussi en termes de compétences, parce qu'il faut avoir un, deux, voire trois experts dans le domaine pour pouvoir avoir une équipe en 3-8 qui puisse, je dirais, être tout le temps disponible pour traiter ce genre d'attaque. Il faut bien sûr mettre à jour l'infrastructure en permanence avec les nouvelles versions, avec les nouvelles attaques, éventuellement les nouvelles signatures. Donc suivre tout ça de manière assez régulière. C'est pas forcément une infrastructure qu'on installe et puis qu'on oublie. C'est véritablement quelque chose qu'il faut mettre à jour de manière régulière. Je dirais peut-être pas mensuellement, mais pas loin. Potentiellement, vous avez la nécessité de prendre de la protection anti-DDoS chez vos transitaires, chez vos différents fournisseurs d'accès Internet. Et généralement, il faut en prendre chez tous vos fournisseurs d'accès Internet. Donc, si vous avez 2, voire 3 fournisseurs pour assurer un bon niveau de résilience et de connectivité, il faudra que vous ayez cette protection anti-DDoS chez ces 3 fournisseurs et donc le payer 3 fois. Donc, c'est pas forcément optimal d'un point de vue coût. Et enfin, la capacité des boîtiers que vous allez acheter n'est pas forcément évolutive, où il y aura forcément des ruptures de gamme dans les boîtiers pour passer du giga au 10 giga, du 40 giga ou 100 giga ou ce genre de choses. Il y aura forcément des remplacements de boîtiers à faire et donc potentiellement des investissements qui seront pas forcément amortis et qui devront être remplacés. Enfin, le cas numéro 3, qui est un petit peu d'ailleurs quelque part lié au cas numéro 1 et 2 aussi, mais qui donne une vue un peu plus large de la problématique, c'est qui correspond au cas où vous prenez des services de protection anti-DDoS chez vos fournisseurs d'accès Internet.
Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose aussi qu'on a adressé dans le webinaire précédent. Donc encore une fois, je vous invite à le consulter pour avoir plus de détails. Ce qu'on peut dire d'un point de vue avantages et inconvénients de cette solution, les engagements, c'est intéressant, c'est d'avoir un engagement auprès de son service provider. On ne change pas forcément l'infrastructure existante, donc ça permet de repartir de la base existante des connexions et de la connectivité existante et d'y ajouter ce service. Le service provider prendra bien évidemment un engagement et une SLA pour vous garantir le niveau de qualité de service qu'il met en place sur son réseau. Donc ça, c'est des environnements très professionnels, très normalisés, donc qui apportent un bon niveau de sécurité. Maintenant, la problématique, c'est que si vous êtes en multi-homing, donc vous avez plusieurs connectivités Internet de plusieurs service providers ou de fournisseurs d'accès Internet, vous allez être obligé de prendre une protection anti-DDoS sur l'intégralité de vos fournisseurs d'accès Internet. Pourquoi? Parce qu'une attaque en déni de service, c'est une attaque distribuée, et donc elle va arriver de tous vos fournisseurs d'accès Internet, sans aucune différenciation. Généralement, vous aurez peut-être un petit peu moins de trafic de l'un versus de l'autre, suivant si le trafic vient de certains pays ou co-caisses. Mais de manière générale, vous aurez de toute manière, l'attaque viendra de l'ensemble de vos fournisseurs d'accès Internet. Après, les fournisseurs d'accès Internet, généralement, ont des infrastructures quand même assez puissantes pour pouvoir traiter beaucoup de trafic. Et ils ne sont pas forcément à même de détecter les petites attaques, et notamment les attaques qu'on appelle multivectorielles, c'est-à-dire des attaques qui font des attaques volumétriques, mais aussi des attaques lentes ou des attaques de niveau applicatif. Et généralement, quand on a des très grosses infrastructures très puissantes, une petite attaque lente passera généralement inaperçue dans les terabits de trafic que traite le FAI. Il ne verra pas forcément des petites attaques qui font qui font quelques mégabits, mais qui peuvent largement suffire pour détruire et mettre à mal l'infrastructure web du e-commerce. Et enfin, je dirais que les service providers ont une expertise assez inégale. Généralement, ce sont des gens qui sont extrêmement pointus sur la partie routage Internet, routage BGP, routage IP, tout ce qui est couche IP, éventuellement un petit peu TCP aussi. Mais généralement, sur les couches applicatives, c'est pas forcément leur domaine d'expertise. Et les attaques aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées et attaquent de plus en plus les couches applicatives. Et donc là-dessus, ils n'auront pas forcément l'expertise, ni pour mettre en place les contre-mesures, ni pour vous conseiller si vous aviez des choses à faire de votre côté. Voilà, donc on a balayé un petit peu l'ensemble des problématiques et des différentes solutions. Maintenant, on va approcher ce qu'on propose pour mieux sécuriser vos infrastructures. Donc ici, c'est un slide. Je ne vais pas forcément reprendre tout en détail, mais que j'avais présenté dans le webinaire précédent pour préciser comment se passe la protection en discontinu. Donc de manière générale, votre trafic en nominal ne passe pas par les équipements de sécurité de vos fournisseurs de solutions anti-DDoS, mais ils ont un mécanisme de détection qui est basé NetFlow, SFlow ou sur une logique d'échantillonnage. Et sur cet échantillonnage, ils vont essayer de détecter l'attaque, s'il y a une attaque en cours sur votre site. Et donc c'est là où on pourra voir potentiellement des problématiques, notamment sur la détection d'attaques lentes et sur les nouvelles générations d'attaques en déni de service. Donc il y a une logique de détection. Sur la base de cette détection, ils vont rerouter le trafic dans des boîtiers de contre-mesures et de mitigation. Et donc, ils vont faire de la remédiation une fois que l'attaque est en cours. Sur la remédiation, on comprend bien que comme les équipements de remédiation n'ont pas reçu le trafic de base durant
durant le fonctionnement nominal du site. Et l'équipement de remédiation ne va pas savoir comment fonctionne le site en temps normal. Et donc, ce sera relativement compliqué pour lui d'appliquer des contre-mesures pertinentes à cause de ça. Donc, c'est pour ça que sur ce genre de solution, généralement, on a besoin de quelqu'un derrière la console qui, en permanence, durant l'attaque, va adapter les contre-mesures et éventuellement analyser l'attaque pour modifier les contre-mesures et les rendre plus efficaces et plus pertinentes. On comprend bien, comme je le disais précédemment, que les service providers, dans ce genre de cas, s'ils ont plusieurs centaines de clients en protection anti-DDoS, ils pourront pas être pertinents sur les couches applicatives et mettre en place des filtres intéressants de niveau HTTP ou autre pour pouvoir identifier les flux d'attaque, parce qu'ils peuvent pas connaître l'intégralité des sites qu'ils protègent. Donc là, en résumé, je dirais les trois grandes problématiques, c'est la latence qu'il y a entre la phase de détection et la phase de déclenchement de la protection. On parle de latence technique, mais il y a aussi la latence humaine. Dans la mesure où c'est pas un mécanisme qui est mis en place de manière continue, il faut aussi prendre la décision de dérouter le trafic. Généralement, cette décision-là, elle incombe au client final, puisqu'en théorie, alors encore une fois, c'est théorique, c'est pas toujours le cas dans la réalité, mais en théorie, le service provider a obligation de demander l'autorisation du client de dérouter son trafic. Pourquoi? Parce que d'un point de vue légal, en fait, il modifie le chemin normal et nominal du trafic et il force le trafic à passer dans un boîtier de mitigation. Et donc, c'est potentiellement, je dirais, une sorte ça peut être vu comme une sorte d'attaque, puisque le service provider fait un man in the middle en insérant son boîtier de sécurité dans votre flux. Et c'est donc potentiellement problématique. Et donc, il doit avoir votre aval pour ce genre de cas. Et donc, il y a une latence aussi humaine où il faut, quand on a détecté l'attaque, on parle à son manager, qui en parle à son manager, on fait un war room, on décide est-ce qu'on met la mitigation en place, oui ou non, et ça peut des fois être des process assez compliqués à mettre en place. Sur le reroutage, il y a la problématique du dual homing et donc de payer potentiellement 2 fois la protection ou n fois la protection en fonction du nombre de connectivité qu'on a sur Internet. Sur ce reroutage, on est aussi un peu dépendant de la qualité de ce reroutage. C'est est-ce que le partage de charge est correctement fait sur les différents points de nettoyage. Donc, il y a parfois des service providers qui peuvent annoncer des capacités de nettoyage énormes. Et puis, en fait, par problématique de routage interne, on s'aperçoit qu'on finalement on termine sur un équipement ou sur un centre de nettoyage qui a 100 ou 150 gigas de capacité, alors qu'on nous annonce des terabits de capacité de nettoyage. Donc, attention aussi à cette problématique-là. Et enfin, la mitigation, comme je le disais, il n'y a pas d'apprentissage à long terme sur le comportement du site. Quand on parle de long terme, ici, on parle de quelques jours. On ne parle pas de long terme sur plusieurs années. On parle de quelques jours, voire quelques heures. Quelques heures peuvent suffire pour un système pour apprendre le fonctionnement nominal d'un site web. Et enfin, le reroutage implique une asymétrie du trafic. Donc, généralement, ces équipements-là ne traitent pas le flux retour de votre site web, ils traitent que le flux entrant. Et donc, de ce fait-là, ils sont obligés de faire des contre-mesures qui sont un petit peu qui peuvent créer des problématiques. Notamment, ils envoient ce qu'on appelle des fake cookies, enfin des TCP cookies qui sont à moitié des TCP cookies, qui sont pas complètement finalisés. C'est plutôt des espèces de challenge où on envoie des séquences number qui sont faux et on vérifie que le stack réagit bien par rapport à ce genre de choses, ou pas d'ailleurs. On casse les fenêtres HTTP, on essaie de voir si elles se reconstruisent correctement. Donc, quelque part, on impacte
la qualité de service de l'abonné final pour vérifier que c'est effectivement un abonné final et pas un botnet. On fait des HTTP redirects, donc autant de choses qui généralement sont très mal supportées, notamment par les web API, qui vont pas aimer ce genre de choses parce qu'elles n'ont pas forcément un stack web browser complet. Et donc vont générer potentiellement des faux positifs sur les applications mobiles qui iraient taper des web API ou sur des fronts qui iraient taper des web API de back-end sur des private cloud. Donc nous, comme vous l'avez compris, notre approche elle est différente dans le sens où on propose une protection permanente. C'est-à-dire qu'une fois que l'engineering est mis en place, elle est stable, elle bouge plus, et je dirais vos trafics passent par la technologie Curator. Donc la technologie Curator, en fait, c'est un réseau déployé, un réseau Anycast déployé dans le monde entier, et c'est des points de présence, et sur chacun de ces points de présence, il y a de la capacité de traitement, de mitigation. Et en fait, cette technologie, c'est une technologie qui a été développée par Curator Labs. Donc, c'est vu comme une sorte de CDN. Donc, c'est des reverse proxy spécialisés dans l'anti-DDoS, qui sont en fait, qui sont donc en Anycast. Donc, tous les reverse proxy gèrent toutes les adresses IP à tout moment. Et donc, le trafic est routé au plus près. Et donc, on n'attend pas que l'attaque se soit agrégée pour la traiter. On va la traiter vraiment de manière distribuée, donc vraiment de manière réseau. Et le système fait un apprentissage sur le comportement du site dès le moment où il est mis en place. Donc ça veut dire que dès lors que le trafic est rerouté dans le système Curator, au bout de quelques heures, l'apprentissage est fait et la protection est optimale. Le reroutage peut être fait soit par le DNS, soit par routage BGP, soit les deux, éventuellement aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aussi déléguer un préfixe IP. Donc, si vous voulez donner vos adresses IP, ou que ce soit vos adresses IP qui protègent vos clients, vous pouvez allouer un bloc à Curator et faire des reroutages DNS sur vos blocs à vous qui auront été délégués à Curator et que Curator annoncera sur son réseau Internet. Donc moi je suis plutôt en faveur du reroutage DNS parce qu'il permet, disons que comme on est sur une application web, moi j'ai tendance à dire qu'il faut mieux appliquer du routage de niveau applicatif quand on veut protéger une application. On verra qu'on a plus de flexibilité, plus de possibilités à partir de ça, notamment si on fait du GSLB, donc du Global Server Load Balancing, on pourra faire des choses vraiment intéressantes pour protéger de manière pertinente l'infrastructure. Voilà, je crois que j'ai abordé les points essentiels là-dessus. Donc sur les références, donc sur le groupe Lazada, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc c'est une plateforme de e-commerce qui est en fait la plateforme leader en Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam. Et donc, comme je vous l'évoquais, ils ont vendu plus de 2 millions d'articles en 24 heures. Donc, et l'intégralité de leur trafic et de leurs transactions sont passées par le réseau de Curator. Donc, en termes de disponibilité, en termes de qualité de service, ça vous donne une idée. La chose qui a aussi intéressé Lazada, c'est qu'à partir du moment où ils sont passés sur Curator Labs, leur latence et la latence a fortement diminué du fait que notre réseau est très optimisé, notamment par l'utilisation du monitoring BGP. L'infrastructure de Curator Labs est extrêmement optimisée en termes de latence et en termes de points de présence sur Internet. Donc en termes de solutions,
Et comme je l'évoquais un peu aussi précédemment, l'avantage de cette solution, c'est qu'elle propose aussi bien la protection des clients qui vont se connecter à la plateforme et qui aussi protège les infrastructures en mode hybride, public et private cloud. Et donc, notamment pour la protection des web API. Sur le cas de Lazada, on protège aussi l'intégralité de leurs annonces BGP grâce à l'outil Radar, qui est quelque part une autre façon de faire du déni de service, donc en faisant du BGP hijacking, donc en annonçant vos blocs d'adresse IP, on peut très bien les envoyer dans un trou noir, dans un black hole, et donc détruire tout votre trafic, et vous allez donc perdre la connectivité à Internet pour l'intégralité de votre site. Donc c'est aussi très important d'avoir ce type de solution en complément d'une solution de nettoyage de trafic malfaisant. Et enfin, pour le cas présent, on a aussi déployé un POP, un point de présence en Indonésie pour optimiser le cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler avec vous si il y a des problématiques de latence vraiment importantes. Donc le résultat final, comme vous l'avez pu le voir précédemment, donc on a amélioré la disponibilité du site en termes d'attaque bien sûr, mais aussi en termes de latence globalement. Et puis je dirais qu'on a pu écouler donc plus de 2 millions de transactions en 24 heures. Donc les 4 raisons principales pour le choix de la solution Curator Labs et Pragma Security, il y a l'engagement mensuel. Donc ça, on est un des seuls sur le marché à proposer ce type d'engagement. Donc vous pouvez très bien prendre le service pour un mois et arrêter le mois suivant. C'est tout à fait possible. On sera bien évidemment content de vous protéger sur l'année entière, mais on offre cette flexibilité-là pour éventuellement les sites qui n'auraient pas besoin d'une protection durant durant toute l'année, mais qui voudraient se protéger durant des périodes de solde, par exemple, ou des périodes critiques pour elles. On retrouve des solutions de e-commerce qui font l'intégralité de leur activité ou 80% de leur chiffre d'affaires en période de Noël ou en période de fête. Donc c'est typiquement le genre de période où il faut qu'ils soient protégés à coup sûr. Et à ce moment-là, ils peuvent prendre 1 à 2 mois de protection et ça leur permet d'être tranquille et tranquillisé pendant cette période vraiment critique pour leur chiffre d'affaires. Un autre point que j'ai pas évoqué techniquement, mais ce sera certainement l'objet d'un webinar peut-être dédié ou d'une session technique dédiée, c'est qu'on est capable aussi de filtrer les attaques sur votre site web, même lorsqu'il est chiffré. Et même lorsqu'il est chiffré, on n'a pas forcément besoin des certificats pour pouvoir faire cette protection-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra détailler si vous le souhaitez lors d'une session ou éventuellement d'une petite conversation technique en one-to-one. Mais il y a la protection, il y a la possibilité de faire de la protection de flux HTTPS. Vous pouvez donner votre certificat au système. À ce moment-là, on déchiffre et on va traiter le niveau applicatif. Mais vous pouvez aussi ne pas donner le certificat et ça se fera par échange de log. On pourra protéger le site par échange de log. Enfin, en termes de niveau de garantie, comme on l'évoquait, on est en protection continue. Donc, en protection continue, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune latence entre le moment où vous êtes attaqué et le moment où on vous protège. Donc ça, c'est un point essentiel. Et au niveau SLA, on a justement très peu ou pas de faux positifs, puisqu'en fait, on est en protection permanente aussi. Et on analyse le flux retour. Et comme on analyse le flux retour, on n'a pas besoin de faire de contre-mesures un petit peu spécifiques au niveau protocolaire, comme peuvent le faire la plupart des boîtiers de sécurité type Arbor ou type
Radware, qui sont obligés de faire des contre-mesures et de faire des choses spécifiques au niveau protocolaire, que ce soit TCP ou au niveau HTTP. Nous, on fait absolument rien de ce genre de choses et on fait beaucoup d'analyses transactionnelles et d'apprentissage et de machine learning sur le comportement du site. Et donc, on ne fait pas ce genre de captcha ou ce genre de choses qui génèrent des faux positifs, notamment pour les terminaux mobiles ou pour les web API. Enfin, au niveau de l'expertise, donc c'est important quand on délègue sa sécurité à un tiers. Un des points essentiels, c'est son niveau d'expertise. Ce qu'il faut comprendre sur Curator Labs, c'est que ce ne sont pas des gens qui opèrent des équipements tiers. Donc, c'est pas des achats d'équipements, d'un équipementier de sécurité type Adis, Radware, Netscreen ou Arbor ou autre. Ils ont développé leur propre technologie anti-DDoS. Et donc, ils ont la maîtrise, le niveau technique déjà pour pouvoir développer un produit de cette nature, ce qui est relativement rare. Et en plus de ça, ils en ont la maîtrise complète. Donc, ils ont même pu, dans certains cas de figure, notamment pour des fournisseurs d'énergie qui avaient des compteurs en domotique, des compteurs d'électricité posés chez les abonnés, qui avaient développé un protocole propriétaire. Ils ont développé des contre-mesures pour protéger ce protocole propriétaire tout particulièrement. Donc il y a aussi cette capacité de pouvoir vraiment faire des choses très spécifiques pour des besoins qui le seraient tout autant. Enfin, comme je le précisais, c'est vraiment une offre cloud. Et par offre cloud, ça veut dire que c'est pas simplement une infrastructure mise dans le cloud. Mais c'est aussi que toute la mécanique de provisioning et de mise en place du service est aussi très pertinente et rapide. Donc, si vous voulez protéger, par exemple, vous êtes sous une attaque en déni de service, vous voulez vous protéger, si vous allez sur le site de Pragma Security ou de Curator Labs, vous renseignez vos informations. Sous quelques minutes, heures maximum, on vous donne les adresses IP correspondant pour protéger votre site. Vous les configurez dans vos serveurs DNS et le temps que les serveurs DNS se mettent à jour et que les caches DNS se mettent à jour, vous êtes entièrement sécurisé. Donc en quelques heures, de 1 à 3 heures, vous pouvez être protégé et le service sera mis en production en quelques heures seulement. Et comme je vous le disais, en fait, on a mis en place une procédure où vous avez juste quelques informations minimum à mettre en place pour être protégé. Et notre souhait, le premier, c'est de vous protéger d'abord. Et après, bien sûr, on viendra discuter avec vous des conditions et comment on s'organise dans notre relation pour pouvoir prolonger ou voir comment ça se passe au niveau de l'utilisation du service. Donc on est vraiment dans une logique de fairness et de satisfaction client en tout premier lieu, de réactivité, et les affaires business se traitent dans un deuxième temps.